sous le soleil brûlant de Constantine, ville perchée sur les falaises de l'Est algérien, où les gorges du Rumel murmurent des récits séculaires, naît Gaston Grenacia, plus connu sous le nom d'Enrico Macias, le 11 décembre 1938. Dans cette cité où les minarets côtoient les synagogues, où les parfums de couscous épicés se mêlent aux effluves des orangers en fleurs, le jeune Gaston grandit bercé par les mélodies shahabi de son père, violoniste dans l'orchestre de Cher Raymond Léris. Constantine, avec ses ruelles tortueuses et ses marchés grouillants de marchands aux voix rauques, forge l'âme d'un garçon dont la voix deviendra un étendard pour les exilés pieds noirs et un hymne à la nostalgie méditerranéenne. À 86 ans, Enrico Macias, avec ses lunettes rondes et son sourire généreux, reste une figure intemporelle de la chanson française. Ses titres comme « Adieu mon pays » ou « Les gens du Nord » résonnant dans les cafés parisiens et les salles de concert d'Alger. Pourtant, derrière les refrains ensoleillés et les tournées triomphales, un mystère longtemps chuchoté plane sur sa vie personnelle. Des rumeurs de fragilité psychologique marquées par des épisodes dépressifs, un secret gardé jalousement par sa famille. En septembre 2025, sa fille Josia Macias, dans une interview émouvante donnée dans un appartement cossu du 16e arrondissement de Paris, brise ce silence. Elle révèle que son père, après des décennies de combats intérieurs, a lutté contre une dépression chronique amplifiée par l'exil de 1962 et la perte de sa femme, Suzy Léris, en 2008. Ce récit, déroulé en 7 chapitres, commence dans les ruelles vibrantes de Constantine pour aboutir à une vérité qui humanise une icône. Les matins à Constantine s'éveillaient au son des muezzins et des cloches des églises, un carrefour sonore où les communautés juives, musulmanes et chrétiennes se croisaient dans une harmonie fragile. Gaston Grenacia, né dans une famille juive séfarade modeste, grandit dans le quartier de la Casbah juive, où les maisons blanches aux volets bleus s'accrochaient aux pentes escarpées. Son père, Sylvain, violoniste dans l'orchestre de Cher Raymond Léris, rentrait tard, les doigts encore vibrants des cordes, emplissant la maison des accents lancinants du malouf, cette musique arabo-andalouse qui fusionnait oud et poésie. Gaston, enfant curieux aux boucles brunes, suivait son père dans les mariages et les fêtes religieuses, où les tablas rythmées et les voix nasillardes des chanteurs shahabis faisaient danser les convives jusqu'à l'aube. À 10 ans, il grattait sa première guitare, un instrument usé, prêté par un voisin, dans la cour ombragée d'un figuier où les cigales chantaient en chœur. Les ruelles de Constantine, avec leurs odeurs de pin frais et de jasmin, étaient son premier public, et il y fredonnait des airs appris des disques de Tino Rossi, importés de Marseille par des cousins. L'école communale du quartier El Cantara, avec ses pupitres de bois griffés et ses instituteurs en blouse grise, fut le théâtre de ses premières performances. À 14 ans, lors d'une kermesse scolaire, il interpréta une version vibrante de Bambino de Dalida. Sa voix claire, captivant les parents, assis sur des chaises pliantes. Ce talent précoce attira l'attention de Cher Raymond, son futur beau-père, qui l'intégra à son orchestre comme guitariste à 15 ans. Les répétitions, dans une salle enfumée du centre-ville où le thé à la menthe coulait à flots, forgeaient son style, un mélange de mélancolie séfarade et de fougue méditerranéenne. Pourtant, les premières ombres se profilaient. La guerre d'Algérie,
qui grondait dès 1954, jetait une tension palpable sur Constantine. Les explosions lointaines des bombes du FLN et les patrouilles françaises dans les souks perturbaient les nuits de Gaston, qui dans son lit étroit écrivait des poèmes sur la paix, des vers qu'il n'osait montrer qu'à sa mère. L'analyse de cette période montre une dualité fondatrice. Un artiste en herbe, porté par une ville vibrante, mais marqué par un contexte de violence qui instillait une anxiété diffuse. Lors d'une répétition en 1958, Cheikh Raymond lui glissa « Ta voix est un pont entre les mondes, Gaston, mais prends garde à ne pas t'y perdre. » Ces mots, prononcés sous les arcades d'un patio constantinois, résonneraient longtemps, préfigurant les combats intérieurs d'un homme dont la carrière serait à la fois refuge et fardeau. L'exil forcé de 1962, lorsque la famille Grenassia fuit l'Algérie pour Marseille à l'indépendance, fut un arrachement brutal. Le bateau qui les emmenait, surchargé de valises et de souvenirs, laissait derrière lui les orangers et les tombes ancestrales. Gaston, alors âgé de 23 ans, pleura en silence sur le pont, regardant Constantine s'évanouir dans la brume. À Marseille, dans un appartement exigu du quartier Saint-Charles, où l'odeur de poisson frit emplissait l'escalier, il adopta le nom d'Enrico Macias, un pseudonyme choisi pour sa sonorité latine et son écho universel. Ses premières chansons, enregistrées dans des studios de fortune avec des micros crachotants, portaient cette douleur. « Adieu, mon pays », sorti en 1962, devint un hymne pour les Pieds-Noirs, ses paroles évoquant les rivages perdus d'Oran et d'Alger. « J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison », chantait-il, et les larmes des exilés dans les salles de concert de Lyon ou de Toulouse témoignaient de son pouvoir d'évocation. Ce chapitre initial, riche en contrastes entre la chaleur communautaire de Constantine et le froid de l'exil, façonne un homme dont la voix devient un baume pour une diaspora, mais dont l'âme porte déjà les premières fissures d'une mélancolie tenace. Paris, avec ses boulevards, haussmanniens et ses cafés enfumés du quartier latin, accueillit Enrico Macias en 1963 comme une étoile montante de la chanson française. Installé dans un modeste appartement de Montparnasse, où les murs vibraient au son des vinyles de Charles Aznavour, et où les voisins tapaient pour réclamer le silence, il signa avec Pathé Marconi, une maison de disques au bureau cossu, où les secrétaires tapaient des contrats sur des machines à écrire cliquetantes. Son premier album, Enfant de tout pays, enregistré dans un studio du 9e arrondissement, où les ingénieurs ajustaient des potentiomètres sous des lustres poussiéreux, conquit les ondes avec des titres comme L'Oriental, qui mêlait guitares andalouses et rythmes orientaux. Les scènes de l'Olympia, où les rideaux de velours rouge s'ouvraient sur des publics enfiévrés, devinrent son royaume. Enrico, en costume cintré et lunettes rondes, hypnotisé par sa voix chaude, ses gestes amples, évoquant les conteurs des souks. « Paris, tu m'as pris dans tes bras », chantait-il, et la capitale, encore marquée par les échos de la guerre d'Algérie, l'adoptait comme un fils prodigue. Les critiques, dans les colonnes du Figaro, saluaient un troubadour méditerranéen qui transforme la nostalgie en lumière. C'est dans ce tourbillon que son mariage avec Suzy Leiris, fille de Cheikh Raymond, prit racine. Rencontrée à Constantine en 1958 lors d'une répétition dans un patio où les roses exhalaient un parfum entêtant,
Suzy, avec ses cheveux noirs bouclés et son rire discret, incarnait une élégance sobre. Leur union, célébrée en 1962 dans une synagogue de Marseille, sous des guirlandes de jasmin et les bénédictions d'un rabbin aux yeux humides, c'est là un amour ancré dans les souvenirs algériens. Suzy, institutrice de formation, abandonna ses classes pour suivre Enrico dans ses tournées, devenant son ancre dans les tempêtes de la célébrité. Leur appartement parisien, décoré de tapis berbères et de photos en noir et blanc de la Casbah, accueillit la naissance de Josia en 1964, une fillette aux boucles héritées de sa mère qui gazouillait sur des tapis persans pendant qu'Enrico composait à la guitare. Pourtant, sous cette harmonie apparente, les premières ombres de la dépression d'Enrico se dessinaient, les nuits blanches à Paris, où ils contemplaient la Seine depuis leur balcon, étaient hantées par des souvenirs d'exil et par la culpabilité de ne pas avoir pu ramener sa famille entière en France. Suzy, dans des moments de confidence autour d'un thé à la menthe, lui murmurait « Ta musique guérit les autres, mais toi, qui te guérit ?» Ces mots, prononcés dans la pénombre d'une cuisine où la vaisselle s'empilait, révélaient une fragilité que l'artiste masquait sous des sourires de façade. Les tournées internationales, de Tel Aviv à Buenos Aires, amplifiaient cette tension. En 1968, lors d'un concert à Beyrouth où les palmiers bordaient des salles bondées, Enrico s'effondra en coulisses, victime d'une crise d'angoisse qu'il attribua au surmenage. Un médecin libanais, dans un cabinet au mur orné de calligraphie, lui prescrivit des anxiolytiques, premier pas dans une pharmacopée qu'il adopterait par intermittence. L'analyse de cette ascension montre un paradoxe. La gloire, avec ses foules en liesse à l'Alhambra de Genève, ou ses dîners avec Dalida dans des restaurants parisiens, où le vin rouge coulait à flots, alimentait une image d'insouciance, mais en coulisses, Enrico luttait contre des vagues de tristesse qu'il noyait dans la musique. Suzy, pilier silencieux, organisait leur vie avec une rigueur d'institutrice, planifiant des vacances à Nice où les vagues de la Méditerranée apaisaient temporairement son mari. Ce chapitre, entre triomphes parisiens et combats intimes, dessine un Enrico Macias dont la voix unit des peuples, mais dont le cœur, déjà fissuré par l'exil, s'alourdit sous le poids d'une mélancolie qu'il ne nomme pas encore. Les années 1970 marquèrent l'apogée d'Enrico Macias, une décennie où sa voix devint un pont entre les rives de la Méditerranée, portée par des chansons comme « Le mendiant de l'amour » ou « Solenzara » qui résonnaient dans les transistors des foyers français et maghrébins. Les plateaux télévisés, comme ceux de Guy Lux à l'ORTF, où les décors kitsch scintillaient sous des projecteurs brûlants, le consacraient comme une star accessible. Enrico, en chemise ouverte et lunettes fumées, plaisantait avec des animateurs en smoking, son accent constantinois ajoutant une touche d'exotisme à son charme. Les tournées s'enchaînaient, de l'opéra de Tunis aux auditoriums de Montréal, où des foules multiculturelles chantaient en chœur ses refrains sur l'amour et l'exil. À Paris, il s'installa dans un appartement plus spacieux du 16e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel qui s'illuminait comme une promesse dans la nuit. Les murs, ornés de tableaux de paysages algériens peints par des artistes exilés, rappelaient Constantine, tandis que Suzy, toujours à ses côtés, veillait sur Josia, qui grandissait entre des leçons de piano et des récits de son père sur les soirées shabby d'antan. Pourtant, sous cette façade dorée, les silences d'Enrico s'épaississaient.
Les souvenirs de l'Algérie, amplifiés par des lettres de cousins, restés à Oran, qui décrivaient une ville transformée, déclenchaient des nuits d'insomnie où il griffonnait des paroles sur des carnets à spirale, lors d'un séjour à Lisbonne en 1975, après un concert où il avait chanté « Mon cœur d'attache » devant un public portugais en liesse, il confia à un technicien en coulisses « Je chante la joie, mais parfois, mon cœur pèse comme une pierre. » Ces crises, qu'il nommait « coups de cafard », étaient minimisées devant Suzy, qui remarquait pourtant ses yeux cernés et ses absences lors des dîners familiaux où le couscous préparé par sa belle-mère rappelait les saveurs perdues. Les médecins, consultés dans des cabinets parisiens au parquet ciré, évoquaient une dépression situationnelle liée à l'exil, mais Enrico, fidèle à une pudeur méditerranéenne, refusait les diagnostics, préférant se perdre dans des répétitions interminables où sa guitare devenait une armure. Un ami producteur, lors d'un repas dans une brasserie de Saint-Germain, où les huîtres fraîches s'alignaient sur des plateaux d'argent, notait « Enrico brillait sur scène, mais en privé, il semblait regarder un horizon qu'il ne pouvait atteindre. » La vie familiale, centrée sur Josiah, offrait des respirations. À 10 ans, la fillette accompagnait ses parents dans des escapades à Antibes, où les plages de galets scintillaient sous le soleil et où Enrico, en Bermuda, apprenait à sa fille à nager dans les vagues tièdes. Pourtant, même dans ces moments de légèreté, Suzy percevait des absences. Enrico, assis sur un rocher, fixait la mer avec une intensité qui trahissait des pensées ailleurs, à Constantine ou dans un passé révolu. L'analyse de ces années dorées montre une dichotomie. Le succès planétaire, avec des disques d'or et des invitations à l'Élysée où il serrait la main de Giscard d'Estaing, contrastait avec un mal-être qu'il compartimentait avec soin. Les tournées en Israël, où il chantait pour des communautés séfarades dans des synagogues de Jérusalem, renforçaient son rôle d'ambassadeur culturel, mais chaque retour à Paris, dans l'appartement où les photos de cher Raymond trônaient sur la cheminée, ravivait une nostalgie corrosive. Ce chapitre, entre apothéose artistique et silences intérieurs, pose les fondations d'une lutte qui, bien que masquée par les feux de la rampe, façonnera les décennies suivantes. Les années 1980 marquèrent une période de transition pour Enrico Macias, où son aura de troubadour méditerranéen s'adapta au vent nouveau de la pop et de la variété française, tout en affrontant des tempêtes intérieures plus profondes. Les studios d'enregistrement de Boulogne-Billancourt, où les ingénieurs du son manipulaient des consoles modernes sous des plafonds insonorisés, accueillaient ces nouveaux albums comme Génération 78 ou Ouvre-moi la porte, des disques qui intégraient des synthétiseurs aux mélodies orientales. Un compromis audacieux pour séduire une jeunesse bercée par Michael Jackson et Madonna. Sur scène, à Bobino ou au Palais des Congrès, Enrico, désormais quinquagénaire, conservait une énergie juvénile. Ses costumes aux couleurs vives, souvent taillés dans des soies italiennes, dansaient sous les projecteurs, tandis que sa voix, toujours limpide, portait des chansons comme « Le soleil de ma vie » qui évoquaient l'amour éternel. Les tournées internationales s'intensifiaient, emmenant l'artiste jusqu'à Tokyo, où des salles combles vibraient au son de Zingarella, ou à New York, où des communautés juives du Lower East Side
l'accueillait comme un prophète musical dans des théâtres aux fauteuils de velours usés. Cependant, l'ombre de l'exil algérien et la pression de la célébrité pesaient lourdement. Les souvenirs de Constantine, ravivés par des cassettes de Malouf envoyées par des amis d'Alger, déclenchaient des crises de mélancolie qu'Enrico tentait de dissiper dans des soirées parisiennes où le champagne pétillait dans des brasseries du Marais. Ces moments de fête, où il croisait des figures comme Serge Gainsbourg, autour de tables chargées de plateaux de fruits de mer, masquaient une lutte intérieure croissante. Lors d'un séjour à Marrakech, en 1983, dans un riad aux mosaïques turquoises où l'odeur des tagines emplissait l'air, il confia à un ami musicien, après une nuit d'insomnie passée à contempler les étoiles. « Je porte l'Algérie dans mon cœur, mais parfois c'est un poids qui m'étouffe. » Ces paroles, murmurées sous un ciel marocain scintillant, trahissaient une dépression qui s'installait, alimentée par des souvenirs d'une patrie perdue et par la culpabilité de ne pas pouvoir y retourner, les tensions post-indépendance rendant ses visites en Algérie risquées. La vie familiale, centrée sur Suzy et Josia, restait un refuge fragile. Suzy, désormais gardienne des souvenirs familiaux, organisait des dîners dans leur appartement parisien, où des plats de mouna et de makroud rappelaient les fêtes juives de Constantine. Josia, adolescente rebelle aux cheveux longs, se passionnait pour la littérature, dévorant Camus et Duras dans sa chambre tapissée de posters de musiciens. Mais les absences d'Enrico, dues à des tournées interminables, créaient des distances. Lors d'un retour d'une série de concerts en Turquie, il trouva Josia distante, plongée dans ses livres, et Suzy, épuisée, lui reprocha doucement son manque de présence. Les consultations médicales, désormais plus fréquentes dans un cabinet discret de l'avenue Montaigne, révélaient une dépression clinique traitée par des antidépresseurs que l'artiste prenait à contre-cœur, craignant qu'il n'émousse sa créativité. Un psychiatre, dans une pièce au mur beige où une horloge tic-taquait doucement, lui conseilla une thérapie par la parole. Mais Enrico, fidèle à une pudeur héritée de ses racines, préférait écrire des chansons comme « Un berger vient de tomber », un hommage voilé à cher Raymond, assassiné en 1961. L'analyse de cette période met en lumière une tension croissante. Le succès, avec ses foules en délire à Casablanca et ses disques d'or encadrés dans le salon, contrastait avec un